Mais 1940, la France s'effondre. En 18 jours, les divisions blindées allemandes ont traversé les Ardennes, terrain jugé infranchissable par l'état-major français, contourné la ligne Maginot, encerclé les meilleures armées alliées à Dunkerque. Les généraux français, formés pour la guerre de tranchées de 1914, ne comprennent pas ce qui leur arrive. Le gouvernement fuit à Bordeaux. Sur les routes, des millions de civils fuient vers le sud, dans un chaos que la mémoire collective gardera sous le nom d'exode. La plus grande puissance militaire d'Europe continentale vient d'être brisée en moins de 3 semaines. Mais sur certains secteurs du front, sur la Somme, sur l'Aisne, sur la Seine, sur la Loire, il y a des hommes qui ne reculent pas, qui tiennent, qui se battent avec une fureur que les rapports allemands noteront avec une surprise teintée de respect. Ces hommes viennent du Sénégal, du Mali, de Guinée, du Tchad, du Congo, de Madagascar. On les appelle les tirailleurs sénégalais, même si ce terme générique recouvre des soldats venus de toute l'Afrique subsaharienne française. Ils n'ont pas de chars, pas d'appui aérien, souvent peu de munitions. Ils ont leurs fusils, leurs nerfs et l'habitude de tenir quand d'autres lâchent. Et ils vont payer le prix le plus lourd de cette résistance, non seulement sur le champ de bataille, mais dans les fossés où l'armée allemande les exécutera après leur capitulation. Bienvenue dans les victoires oubliées. Aujourd'hui, les tirailleurs sénégalais en 1940. Pour comprendre qui sont ces hommes en 1940, il faut remonter à 1857. C'est l'année où le général Louis Faidherbe, gouverneur du Sénégal, crée officiellement les tirailleurs sénégalais, une force militaire africaine au service de l'empire colonial français. L'idée est simple et cynique, utiliser des soldats africains pour conquérir et pacifier d'autres territoires africains, puis les déployer dans les guerres européennes de la France. En 1889, un décret étend la conscription à l'ensemble de l'empire colonial français, Afrique subsaharienne, Madagascar, Antilles, Indochine. Les hommes des colonies peuvent désormais être appelés sous les drapeaux par la seule volonté de Paris, sans que leur territoire ait voix au chapitre. Ce décret sera le socle juridique des grandes mobilisations de 1914 et de 1939. En 1914-1918, entre 300 000 et 600 000 tirailleurs combattent sur le front occidental. Les estimations varient selon les sources et les définitions. Ils meurent dans les tranchées de la Marne, de la Somme, de Verdun. Ils sont utilisés comme troupes d'assaut, envoyés en premier sur les positions les mieux défendues, parce que leurs officiers français les considèrent comme plus résistants à la douleur et moins précieux que les soldats blancs. Ce racisme militarisé a un nom, le mythe du soldat naturel, théorisé par le général Mangin dans son livre La Force Noire de 1910. Mangin y affirmait que les Africains, du fait de leur insensibilité à la douleur et de leur moindre développement nerveux, étaient des soldats d'assaut idéaux, des hommes qu'on pouvait envoyer sur les fils de fer barbelés sans que la peur ne les paralyse. C'est une théorie profondément raciste, qui traite des êtres humains comme des instruments biologiques. Elle était dominante dans le corps d'officiers français de l'époque. Elle guidera l'emploi des tirailleurs pendant 2 guerres mondiales. Le recrutement lui-même mérite qu'on s'y arrête. En Afrique occidentale française, il fonctionnait souvent par quotas imposés aux chefs de village. Chaque village devait fournir un certain nombre d'hommes, sous peine de sanctions. Des familles entières vivaient dans la crainte du recruteur. Des jeunes hommes fuyaient dans la brousse à l'approche des agents de recrutement. D'autres s'engagèrent volontairement pour l'argent, pour le prestige social, associé au statut de tirailleur, ou parce que la vie militaire semblait préférable à la misère paysanne, dans une colonie qui ne leur offrait pas grand-chose d'autre. Le statut du tirailleur dans la société coloniale française était profondément ambigu. D'un côté, le soldat africain était valorisé. Les images de propagande française en faisaient un guerrier loyal, pittoresque, décoratif. La marque de cacao Banania, avec son célèbre Yabon, avait construit une icône de grande consommation sur le visage souriant d'un tirailleur sénégalais. De l'autre côté, ce même homme n'avait pas accès à la citoyenneté française, ne votait pas,
ne pouvait pas accéder au même grade que ses officiers blancs et recevait une solde inférieure à celle d'un soldat métropolitain de même grade. La France aimait l'image du tirailleur. Elle aimait beaucoup moins l'idée de lui accorder des droits. Entre 1919 et 1939, des dizaines de milliers de tirailleurs démobilisés après la Grande Guerre sont retournés dans leur village avec des médailles, des cicatrices et peu d'autres choses. Ceux des 4 communes du Sénégal: Dakar, Saint-Louis, Gorée, Rufisque, pouvaient voter et jouissaient d'une citoyenneté partielle. Les autres étaient des sujets neufs français, sans droit politique. Leur engagement avait changé l'image que certains Africains se faisaient de la France. Ils n'avaient pas changé la France. En 1939, la France mobilise à nouveau ses colonies. Environ 90 000 tirailleurs africains sont en métropole ou en route, intégrés dans des régiments coloniaux mixtes. Certains sont des soldats de carrière, des sergents aguerris d'Indochine, du Maroc, du Levant. D'autres sont de très jeunes recrues, parfois enrôlés sous la contrainte dans des villages reculés du Soudan ou de Guinée, qui se retrouvent en quelques semaines sur les routes d'une France envahie. Ce qui les unit, ils sont très largement dépourvus des équipements modernes que la Wehrmacht a en abondance. Pas de chars dans leur régiment, peu d'antichars efficaces, des fusils de modèle parfois datant de 1916. L'armée française de 1940 est une armée à 2 vitesses, et les tirailleurs sont systématiquement du côté le moins bien équipé. La plupart ne comprennent pas les enjeux politiques européens de cette guerre. Ils savent qu'ils combattent pour la France. Certains savent que derrière la France se trouve l'idée d'une liberté. Une liberté que leurs officiers leur ont promise, parfois explicitement, en échange de leur engagement. Beaucoup croient que se battre courageusement pour la France ouvrira la voie à plus de droits, plus de reconnaissance, peut-être l'égalité civique pour leurs compatriotes restés en Afrique. Cette espérance n'est pas naïve, elle est fondée sur des promesses réelles, prononcées par des politiciens français. Elle sera trahie. 5 juin 1940, le front de la Somme. L'armée allemande lance sa deuxième offensive majeure, l'opération Fallrott, le Cas rouge, pour achever la France après l'encerclement de Dunkerque. Sur ce front, plusieurs régiments de tirailleurs sénégalais sont en ligne. Le 25e régiment de tirailleurs sénégalais, le 53e, le 5e régiment de marche de tirailleurs sénégalais. Ils tiennent des villages, des lisières de forêt, des ponts sur la Somme et l'Aisne. Les divisions blindées allemandes attaquent avec une puissance que la plupart de ces hommes n'ont jamais affrontée. Des Panzer III et 4A en colonne, précédés par des Stukas qui pilonnent les positions de défense. Derrière les chars, l'infanterie motorisée qui nettoie ce que les blindés ont traversé. Et pourtant, dans les rapports de la Wehrmacht conservés aux archives allemandes, les unités de tirailleurs africains reviennent régulièrement comme les adversaires les plus difficiles à déloger. Le terme employé dans plusieurs rapports d'officiers allemands, hartnäckig, obstiné, acharné, ce n'est pas de la propagande française, c'est l'ennemi lui-même qui le dit, dans ses propres archives. Ce qui se passe ensuite est documenté dans plusieurs sources, des rapports militaires français et allemands, des témoignages de survivants collectés par des historiens dans les décennies suivantes. Les tirailleurs tiennent, position après position. Certains régiments résistent 2, 3, 4 jours dans des villages encerclés, sans ravitaillement, sans renfort, tirant leurs dernières cartouches sur des chars qu'ils ne peuvent pas percer. À Hérennes, à Quesnoy-sur-Hérennes, à Vironchot sur la Somme, des compagnies entières de tirailleurs sont anéanties sur leur position plutôt que de reculer. Le lieutenant-colonel Sénard, commandant du 25e RTS, notera dans son rapport: « Mes tirailleurs ont tenu jusqu'à la dernière cartouche, ils ne comprenaient pas l'ordre de retraite. Certains ont continué à tirer à la baïonnette sur des chars qui les écrasaient. » Sur l'Aisne, la résistance est encore plus documentée. Du 5 au 8 juin 1940, le 5e régiment de marche de tirailleurs sénégalais, déployé autour de la ville de Soissons, stoppe les avant-gardes de la 18e division d'infanterie allemande pendant 3 jours. 3 jours pendant lesquels
les rapports allemands notent des pertes inattendues face à une infanterie d'une résistance exceptionnelle. 3 jours. Dans l'échelle du désastre français de juin 1940, 3 jours, c'est une éternité. Il faut comprendre ce que signifie tenir 3 jours face à la Wehrmacht de 1940. Ce n'est pas une armée comme celle que les tirailleurs avaient affrontée dans les guerres coloniales. C'est la machine de guerre la plus efficace du monde à ce moment-là, des blindés coordonnés avec l'aviation, des liaisons radio en temps réel entre les unités, des officiers formés à la manœuvre rapide. Des divisions françaises entières, équipées de chars et d'artillerie, se sont effondrées en quelques heures devant cette puissance. Des régiments de tirailleurs, avec leurs fusils de 1916 et leurs canons anti-chars de 25 mm, ont tenu. Sur la Loire, dans les derniers jours de juin, des unités de tirailleurs continuent à se battre plusieurs jours après que l'armistice a été signé parce que personne ne leur a communiqué l'ordre de cesser le feu. Quand ils apprennent que la France a capitulé, certains ne le croient pas. D'autres pleurent. Certains demandent s'il est possible de continuer à se battre quand même. Mais la supériorité matérielle allemande est écrasante. Les tirailleurs manquent de munitions. Les obus de leurs antichars, des canons de 25 mm, ne pénètrent pas le blindage des Panzer IV. Ils reculent, ils se font encercler, ils capitulent. Et c'est là que commence le crime. L'armée allemande n'applique pas les conventions de Genève aux soldats noirs. Ce n'est pas une déviance locale, c'est une politique. Les soldats africains capturés ne sont pas faits prisonniers. Ils sont exécutés. À Chasselet, le 19 juin 1940, des tirailleurs du 25e RTS, capturés après les combats, sont rassemblés dans un camp de fortune. Des chars SS Totenkopf arrivent. Les hommes sont alignés. Certains écrasés sous les chenilles, d'autres abattus à la mitrailleuse. Ils s'étaient rendus, exécutés parce qu'ils étaient dos noirs. L'historien Julien Farguetas, qui a consacré sa thèse à ces événements, a documenté ces massacres dans des archives françaises et allemandes. Son estimation, entre 1500 et 3000 tirailleurs africains exécutés sommairement par la Wehrmacht et les SS en juin 1940. Ces massacres ne sont pas des faits isolés, dus à des soldats incontrôlés. Les témoignages de survivants français et les rapports allemands retrouvés en archives montrent une politique délibérée. Des officiers de la Wehrmacht donnaient explicitement l'ordre de ne pas faire de prisonniers noirs. La logique raciale nazie, qui classait les Africains comme sous-humains, s'appliquait aux soldats qui se battaient pour la France. Pour eux, un soldat noir en uniforme français n'était pas un prisonnier de guerre protégé par Genève. C'était un ennemi à éliminer. Les survivants, ceux qui sont faits prisonniers dans des circonstances différentes, sont envoyés dans des camps de prisonniers de guerre en France, occupés puis en Allemagne. Ils y connaissent des conditions particulièrement dures, travaux forcés, nourriture insuffisante, absence de soins. Beaucoup n'en reviendront pas. La France de Vichy ne proteste pas. Elle collabore. La capitulation est signée le 22 juin 1940. Pour les tirailleurs qui survivent, c'est le début d'une longue descente dans l'oubli. Les prisonniers de guerre africains sont progressivement rapatriés, non pas dans leur pays d'Afrique, mais dans des camps en zone occupée ou zone libre, soumis à des travaux agricoles pour l'économie française et allemande. Ils ne reçoivent pas leur solde. Vichy a décidé d'appliquer un taux de change défavorable qui réduit leur paiement à presque rien. La promesse d'égalité civique, implicitement faite à leur engagement, n'est jamais tenue. La libération de la France en 1944 n'arrange pas immédiatement la situation des tirailleurs, bien au contraire. En novembre 1944, des milliers de tirailleurs rapatriés au Sénégal sont regroupés au camp de Thiaroye, près de Dakar, dans l'attente de leur démobilisation et du versement des sommes qui leur sont dues, soldes arriérés, indemnités de captivité. Ces sommes avaient été gelées pendant l'occupation. Ils attendent. Les semaines passent. L'argent ne vient pas. Le 30 novembre, une délégation de tirailleurs demande à rencontrer le commandant du camp. Des hommes qui avaient résisté au Blitzkrieg, servis sous les mêmes couleurs que les libérateurs de Paris.
Ils demandent qu'on leur verse ce qui leur est dû. Le 1er décembre 1944, l'armée française ouvre le feu. Le bilan officiel, 35 morts. Les travaux de l'historienne Armelle Mabon et les fouilles sur le site de Thiarouer suggèrent plusieurs centaines de victimes, enterrées dans des fosses communes. Massacrés à Dakar, parce qu'ils demandaient qu'on leur verse ce qui leur était dû. La cristallisation des pensions illustre parfaitement la mécanique de la trahison institutionnelle. Au moment des indépendances africaines, en 1960, la France décide que les anciens combattants des colonies nouvellement indépendantes ne recevront plus les mêmes pensions que les anciens combattants français. Leurs retraites militaires sont cristallisées, gelées au niveau de 1959, sans revalorisation. Pendant 40 ans, des hommes qui avaient combattu dans les mêmes tranchées, les mêmes campagnes, sous le même drapeau, touchent des pensions jusqu'à 20 fois inférieures à celles de leurs camarades français, simplement parce qu'ils étaient nés du mauvais côté de la Méditerranée. Ce n'est qu'en 2002, après qu'un ressortissant sénégalais a porté son cas devant le Conseil d'État français et obtenu gain de cause, que la loi est modifiée. 55 ans après la fin de la guerre. Pour beaucoup, trop tard. Il y a un paradoxe au cœur de l'histoire des tirailleurs en 1940. Un paradoxe que je ne veux pas résoudre trop vite. Ces hommes se sont battus avec un courage documenté, reconnu par leurs ennemis eux-mêmes, pour un pays qui les avait colonisés, qui exploitait leurs terres, qui n'accordait pas à leurs familles les mêmes droits qu'aux citoyens français. Ils ont été massacrés quand ils ont capitulé, trahis quand ils ont demandé leur dû. Alors pourquoi se sont-ils battus ? La réponse n'est pas simple, elle est multiple, contradictoire, humaine. Certains croyaient sincèrement à la France, à ses valeurs, à ses promesses, à l'idée qu'après la guerre, quelque chose changerait. Certains se battaient pour l'homme, à côté d'eux, pour leur section, pour leur sergent. Certains avaient été recrutés sous pression et n'avaient pas eu vraiment le choix. Certains trouvaient dans l'armée une structure, une communauté, un sens qu'ils n'auraient pas trouvé ailleurs. Aucune de ces raisons n'efface la trahison dont ils ont été victimes, mais aucune non plus ne réduit leur acte à une simple manipulation coloniale. Ces hommes ont choisi comment mourir. Certains ont choisi de ne pas reculer. Ce choix leur appartient. Il y a cette image que les archives françaises ont longtemps gardée confidentielle. Le 14 juillet 1944, à Royan, des tirailleurs sénégalais défilent pour la fête nationale française en zone occupée sous le regard des Allemands. Ils défilent quand même, parce qu'on leur a demandé de le faire. Parce qu'ils étaient des soldats de français, et qu'un soldat français défile le 14 juillet. Cette fidélité absolue à une France qui les trahissait, c'est cela que l'histoire doit se rappeler. La mémoire de tout cela a été lente à se construire. Le massacre de Chasselet n'est officiellement commémoré qu'à partir des années 1990, grâce au travail d'associations locales et de descendants de tirailleurs. Une stèle existe depuis 1991 sur le lieu du massacre. En 2020, une cérémonie officielle s'y tient pour la première fois avec la présence de représentants du gouvernement français. La France a officiellement reconnu ces massacres en 2004, 64 ans après les faits. Le film indigène de Rachid Bouchareb, sorti en 2006 et nominé au César, a joué un rôle important dans la prise de conscience publique française. Sa sortie a déclenché un débat sur la cristallisation des pensions. Injustice finalement levée en 2002, mais seulement après une décision du Conseil d'État arrachée par un ancien combattant sénégalais qui avait refusé de se taire. Ils méritent qu'on prononce leur nom. Si ces histoires vous touchent, abonnez-vous aux Victoires oubliées sur votre plateforme préférée, Spotify, Apple Podcasts ou partout où vous écoutez vos podcasts. Et partagez cet épisode autour de vous. Ces combattants ont été oubliés une fois. Ne les laissons pas l'être une seconde fois.
La semaine prochaine, nous restons dans la Seconde Guerre mondiale, mais nous plongeons dans le désert libyen. Mai 1942, la garnison de Bir Hakeim, une brigade française libre composée en grande partie de soldats africains, tahitiens, légionnaires espagnols, qui tiendra 15 jours contre Rommel lui-même. Rendez-vous pour l'épisode 8.